Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur du site. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Cet été, la guerre en Ukraine a pris des allures de feuilleton diplomatique absolument pas divertissant. Le 15 août, tous les regards se sont tournés vers Anchorage, en Alaska. Donald Trump et Vladimir Poutine s'y sont retrouvés pour une réunion, leur première rencontre officielle depuis le retour au pouvoir de Trump. Un entretien pour parler de la situation en Ukraine, mais sans la présence de Volodymyr Zelensky. L'espoir d'un tournant vers la paix était immense, tout comme la crainte que Trump et Poutine redessinent à leur goût la carte de l'Ukraine. Le sommet s'est finalement achevé dans une impression de flottement, des annonces parfois contradictoires, des menaces de sanctions d'un côté, des lignes rouges maintenues de l'autre, et toujours, cette guerre qui s'enlise. Alain Frachon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est ressorti de ce sommet? Est-ce qu'on a malgré tout des éléments concrets? Il se trouve que ce matin, justement, le Financial Times a une exclusivité sur le sommet d'Anchorage et les conversations qui ont suivi ce sommet entre Européens, Américains et Ukrainiens. Et c'est particulièrement vrai sur un seul point même, la question dite des garanties de sécurité. C'est-à-dire que si on se place dans l'hypothèse où il y aurait non seulement un accord de paix, mais un accord de paix signé de part et d'autre, on est d'accord sur les grandes lignes d'un accord de paix, reste que les Ukrainiens ont besoin de garanties de sécurité quant à l'application de cet accord pour ne pas que la Russie n'envisage de les attaquer à nouveau, de les agresser à nouveau. Donc, sur le contenu possible d'un accord de paix, sur la substance, nous n'avons rien. Mais sur ce qui pourrait se passer après l'accord de paix, c'est-à-dire le déploiement d'une force européenne de réassurance, principalement composée de Français, de Britanniques, d'Allemands, mais aussi d'Australiens qui veulent bien y participer, de Canadiens aussi, il y aurait donc sur place une force internationale de réassurance qu'on appelle la coalition des volontaires. Cette force ne contiendra pas de soldats américains, mais, dit le Financial Times ce matin, en citant comme source des sources européennes et ukrainiennes, mais qui n'ont pas été démenties aux États-Unis. Les États-Unis, cette fois-ci, et ce n'était pas le cas lors des premières conversations qu'il y a pu y avoir l'hiver dernier, les États-Unis sont prêts à accorder une aide substantielle à la force de réassurance européenne qui pourrait être déployée en cas d'accord de paix. Et je vous donne les points sur lesquels les États-Unis sont prêts à appuyer la force européenne, ou enfin la force européenne internationale, disons, mais principalement européenne, dite de réassurance. Renseignements satellitaires en permanence, surveillance aérienne du territoire et de la ligne de front qui fait 1200 km, coordination même des actions avec la force de réassurance européenne, coordination avec un état-major commun, évidemment pas de troupes américaines au sol, mais donc un appui substantiel à cette force de réassurance qui fait partie des garanties de sécurité que réclamera, on peut le dire, l'Ukraine en cas d'accord de paix. Sur l'accord de paix, rien. Oui, c'est un peu la charrue avant les bœufs, parce que pour l'instant, il n'y a pas le moindre prémisse d'accord en faveur de la paix en Ukraine. Jean-Marie Colombani, quelle est votre analyse de cet événement, de ce sommet d'Anchorage ? L'analyse est nécessairement fluctuante parce qu'on est ballotté. D'un côté, on a plutôt un bon sentiment, de l'autre, les Russes reprennent la parole et évidemment tentent à annuler. Par exemple, dans ce que vient de dénoncer Alain, de ce que révèle le Financial Times, il y a l'idée d'abord de légitimer Zelensky comme interlocuteur légitime. Et c'est aussitôt démenti par Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui passe son temps à le délégitimer. Et puis il y a cette première vision qu'on a eue de l'accueil par Trump de Poutine à Anchorage, et ce tête-à-tête dans la voiture sans témoin, dont on pouvait se dire mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu concocter ensemble, sur quoi se sont-ils vraiment mis d'accord, et ça, on n'en sait strictement rien. Alors, en revanche, le paysage aujourd'hui est plutôt meilleur
parce qu'il y a donc cette évocation d'un plan qu'a détaillé Alain tout à l'heure, et il y a aussi l'annonce par les Américains de livraison à hauteur de quelque chose comme 800 millions de dollars de livraison de nouveaux missiles. Un nouveau missile baptisé ERAM. C'est un missile extrêmement rapide et puissant, armé d'une bombe de 200 kilos à peu près, et qui serait les Ukrainiens auraient l'autorisation de l'utiliser contre les territoires aujourd'hui occupés par la Russie, indûment occupés par la Russie. Mais s'il s'agissait de frapper à l'intérieur même de la Russie, il faudra un accord des autorités américaines. Mais c'est un signe encourageant de toute façon pour les Ukrainiens, avec l'apparition enfin de cette notion de no-fly zone que l'on avait évoquée dès le départ et qui serait en effet une sorte de garantie que l'espace aérien, le ciel ukrainien, serait protégé alors que toutes les nuits aujourd'hui, les principales villes d'Ukraine sont bombardées par des drones russes. Donc aujourd'hui, il y a plutôt une inclination positive avec ces paroles de Trump qui dit que si la Russie ne souscrit pas à la paix, in fine, il y aura contre elle une guerre économique. Il prononce ce mot en disant, en gros, il les menace d'une guerre économique. Alors, est-ce que ça aura plus de poids que son ultimatum précédent qu'il avait lancé, qu'il avait complètement oublié au passage? Je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, il évoque cela. Et s'agissant de la délégitimation de Zelensky par Lavrov, il dit très clairement, enfin, il le dit très brutalement, Trump dit, mais ce que dit Lavrov, ce sont des conneries. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que demain sera autrement? Sans doute. De quelle coloration sera ce demain? Personne n'en sait rien. Jean-Marie, vous citez Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie du Kremlin, qui met fortement en cause la légitimité de Volodymyr Zelensky. C'est quelque chose qui revient régulièrement depuis ces derniers mois. Alain Frachon, qu'est-ce que vous pensez de cet argument ? Cet argument est avancé de manière totalement hypocrite par Moscou, mais il est repris mot pour mot par Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise. C'est-à-dire, on ne peut pas signer avec Zelensky puisque le mandat de président de Zelensky durait 5 ans, qu'il s'est achevé ce printemps et que donc il serait illégitime aujourd'hui. Or, la constitution ukrainienne précise que, en temps de guerre, on n'organise pas d'élections présidentielles ou législatives, et que donc il faudra attendre la fin de la guerre, des négociations de paix pour qu'on organise des élections. Mais en attendant, là, s'il y avait un accord de paix, disent les Ukrainiens, et les Russes semblaient l'avoir accepté, même s'ils reviennent dessus. En attendant, il y aura une double signature côté ukrainien, il y aurait celle de Zelensky en tant que président par intérim, mais il y aurait aussi celle du président de l'Assemblée. Donc cette question de la légitimité du président Zelensky, posée par un dictateur et un tyran non élu du Kremlin, ou élu dans des conditions qui relèvent de tout sauf de la démocratie, puisque ce sont des élections organisé, manipulé, du début jusqu'à la fin. Cette question de la légitimité de Zelensky, librement élu par les Ukrainiens et de manière non contestée, y compris par ses opposants ukrainiens, cette question-là est particulièrement malvenue et n'empêche aucunement une négociation de paix. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que Vladimir Poutine est sorti renforcé de cette dynamique diplomatique du sommet d'Anchorage? Il a quand même été reçu avec tous les égards. Et lui, il n'a rien cédé sur ses principes, sur ses positions qui sont toujours les mêmes depuis le début de l'invasion. Mais il a quand même bénéficié d'une certaine aura diplomatique avec cette rencontre. Est-ce que je me trompe ? Non, pas du tout. Je pense que Poutine sort du sommet d'Anchorage en ayant gagné les deux choses qu'il voulait. Du statut, comme vous l'avez dit, du statut, c'est-à-dire que maintenant, il a obtenu un sommet avec le président des États-Unis, en plus aux États-Unis. Sommet au cours duquel c'est lui qui, le premier, prend la parole lors de la conférence de presse et qui parle les 2/3 du temps. Et puis, comme le disait Jean-Marie aussi, il y a ce geste d'amitié, de copinage, de complicité ou de clownerie assez mal placé de Trump en proposant de faire un bout de chemin dans la limousine du président américain à Vladimir Poutine, absolument ravi. Donc il gagne du statut et il gagne du temps.
du temps, c'est très important parce que pour le moment, ces forces sont en train petit à petit, très lentement, de grignoter quelques villages pour pouvoir finaliser leur conquête de l'ensemble du Donbass. Bon, il leur reste quand même à peu près 20% du territoire, et ces 20% du territoire, les sources américaines disent, sont quasiment imprenables pour l'armée russe. Ça lui prendrait des années. Mais enfin, Poutine a du statut, de la reconnaissance diplomatique, sort de sa situation de paria et gagne du temps puisqu'il a refusé le principe d'un cessez-le-feu. Et de fait, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et le jour même, le soir même du sommet, les Russes ont repris leur bombardement sur les villes ukrainiennes. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pour le reste, la substance, c'est-à-dire la question territoriale, on ne sait rien. On sait un peu plus sur les garanties de sécurité. Il devait y avoir un sommet entre Zelensky et Poutine. On a eu le sentiment que les deux parties étaient d'accord. Je dirais que le Kremlin a torpillé cette perspective en proposant que le sommet ait lieu à Moscou, comme si donc il y avait un vaincu et un vainqueur qui recevait chez lui. Et puis, après ce sommet Zelensky-Poutine, il devait y avoir un sommet tripartite, États-Unis, Ukraine, Russie. Ces perspectives semblent pour le moment très éloignées. Comme vous l'avez dit, on prépare l'après-accord de paix, mais on ne s'est pas rapproché d'un accord de paix. Mais par exemple, sur les garanties de sécurité, où il est question en effet d'une force de réassurance, donc de soldats éventuellement européens qui seraient en quelque sorte en garantie de la stabilité du front, il y a donc ce vers quoi on semble aller. Mais quand on écoute Lavrov, encore une fois le ministre des Affaires étrangères russe, il dit au fond, ce serait un casus belli contre la Russie si des soldats européens mettaient le pied en Ukraine. Donc on est loin du compte. À chaque fois, on a le sentiment d'avancer. En tout cas, on a le sentiment que Trump avance ou consent à avancer malgré sa proximité avec Poutine. Et puis, les Russes recadrent aussitôt dans un sens évidemment négatif et dans le sens qui leur convient le mieux, c'est-à-dire la poursuite, la continuation de la guerre. Tout à fait. Ce que j'ai rapporté du Financial Times ce matin, c'est une entente entre Européens et Américains. Évidemment, Lavrov a fait une déclaration en disant « mais s'il y a un déploiement de forces étrangères en Ukraine, c'est un casus belli ». Oui, parce que les principaux dirigeants européens se sont rendus à Washington en urgence après ce sommet d'Anchorage. 3 jours plus tard, le lundi 18 août, ils sont venus, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, etc., aux côtés de Volodymyr Zelensky pour essayer de contenir ce qui aurait pu être un accord trop favorable à Moscou si Donald Trump avait trop prêté le flanc à son ami Vladimir Poutine. Donc ils y sont allés un peu en dernière minute et en secours pour essayer de limiter la casse, si je puis dire. Cette démarche-là, elle a quand même porté ses fruits. Ce qui me semble le plus positif, c'est le revirement américain sur cette question des garanties de sécurité. Parce que lorsque nous en avions parlé l'hiver dernier, eh bien, il n'était pas question d'accorder ces garanties de sécurité. Ou plutôt, de temps en temps, la Maison-Blanche laissait entendre que oui, il y aurait des garanties de sécurité à la force de réassurance internationale, qui ne sera pas qu'européenne, encore une fois. Et puis le lendemain, on avait une source ou le président lui-même disant absolument le contraire. Donc là, il semble que les États-Unis aient fait un pas positif vers les demandes plus que justifiées de l'Ukraine. Pour le reste, rien. On en reste, comme vous l'avez dit, à ce qu'exige la Russie. Alors, c'est une position de départ. Peut-être faut-il la rappeler. La Russie exige que les territoires qu'elle a conquis et qu'elle a annexé juridiquement par un vote de son Parlement. Donc ce sont des territoires qui ont été russifiés. La monnaie, c'est le rouble, le droit, c'est le droit russe, la langue, c'est le russe, l'ukrainien est interdit, les musées ukrainiens sont détruits, volés ou pillés. Enfin, tout ce qui rappelle la nation ukrainienne est détruit. Donc il y a ça. Aucun président ukrainien, que ce soit Zelensky ou un autre, n'est autorisé ainsi à céder une partie du territoire à un pays étranger qu'il aurait conquis par la force. Donc il y a cette première revendication ne bouge pas. Ils veulent que Kiev reconnaisse l'annexion par la Russie de la Crimée et d'une partie du Donbass. Ils veulent aussi que l'accord, que les Ukrainiens acceptent de leur céder
la partie du Donbass qu'ils protègent encore, en contrepartie de quoi les Russes leur donneraient des territoires ukrainiens qu'ils ont saisis au nord, dans la région de Kharkiv. Bon, là encore, ça paraît extrêmement difficile. Ils veulent ensuite que la force militaire ukrainienne soit limitée, que l'armée ukrainienne soit limitée dans des proportions bien claires. Ils veulent que l'Ukraine soit limitée dans ses possibilités de coopération militaire avec des pays étrangers. Ils veulent naturellement que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Il n'en était pas question, mais enfin, ils précisent cela. Et enfin, 5e condition, Poutine veut que Moscou ait, d'une manière ou d'une autre, un droit de regard sur la politique que mène l'Ukraine à l'égard de la Russie. Donc voilà, ces 5 conditions. Ils en ajoutent une autre que Poutine appelle les causes profondes du conflit. Ils veulent une négociation sur une réorganisation de la sécurité européenne. On est loin de tout cela. On est d'autant plus loin qu'au fond, ce que Poutine appelle les causes profondes, ce n'est ni plus ni moins que l'existence d'une Ukraine à la fois démocratique et indépendante de la Russie. Donc, on voit bien l'immensité du gap qui peut séparer les Européens des Russes et parfois les Américains. Alors, ce qui a frappé ici l'opinion, c'est plutôt que le fond des discussions, c'est l'image que l'on a retenue d'un bureau ovale, Donald Trump assis derrière son bureau et en randonnant devant lui les leaders européens. Donc, il faisait un peu maître d'école devant ses élèves bien sages qui étaient là venus à la fois le flatter, bien sûr, parce qu'il faut toujours flatter Trump pour pouvoir avoir son écoute. Et en même temps, c'était une façon de dire, mais regardez, l'Europe ne pèse rien, etc. Or, en fait, c'était une démarche utile et notamment qui a quand même conforté Zelensky et l'Ukraine, parce que cette manifestation d'unité, quoi qu'on en pense, des Européens face à Trump, finalement, n'était pas malvenue, contrairement à ce qu'on a pu voir ou lire ici ou là. On est toujours prompt à considérer que l'Europe n'existe pas. C'est vrai que l'Europe a beaucoup de mal à exister, mais en l'espèce, cette démarche n'était pas inutile. Oui, pas inutile, et c'est vrai que vous avez l'un et l'autre des analyses assez différentes de ce que j'ai pu lire en préparant cette émission. Donc, c'est aussi non seulement intéressant, évidemment, mais optimiste. Je rappelle que l'Ukraine a fêté ses 34 ans d'indépendance dimanche dernier. Volodymyr Zelensky a consacré à cet événement un discours enthousiaste et évidemment très volontaire. Un dernier mot pour finir cet épisode sur ce chercheur français, Laurent Vinatier, employé d'une ONG suisse qui est détenu en Russie depuis 2024. Il risque désormais 20 ans de prison puisqu'il est poursuivi à présent par Moscou pour espionnage. Ses parents dénoncent le cas d'un prisonnier politique pris entre deux feux, entre la France et la Russie. Une pensée donc pour Laurent Vinatier. Oui, et puis c'est la technique des arrestations en vue d'otages. Enfin, on prend des gens en otage. Les Iraniens sont évidemment familiers de ce genre de procédé. Et ensuite, on échange contre ceci ou cela. C'est évidemment intolérable, mais ça nous rappelle que la Russie fait déjà désormais partie de ce que l'on appelait à une époque les États voyous. La Russie se comporte comme un État voyou, on le sait depuis l'invasion de l'Ukraine, mais cela se confirme chaque jour qui passe. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci à Alain Frachon pour cet épisode de rentrée. On a donc maintenant le plaisir de se retrouver à nouveau toutes les semaines dans Le Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.